Pierre-Yves, bonjour. Bonjour Vincent. Alors quand on cherchait un sujet ensemble à traiter, vous m'avez dit il y a des choses à dire sur le secteur auto, et puis vous m'avez causé une sorte de stupeur, vous m'avez dit bah oui, c'est un secteur qui est mort. Oui, je crois qu'il faut utiliser ce terme-là sur un horizon finalement assez proche pour nous, qui pourrait être 10-15 ans. Et ce terme traduit le fait qu'on a un choc technologique tel que la voiture telle qu'on la connaît, conduite par tout et un chacun, peut devenir demain une sorte d'outil autonome, peut-être même pas sur 4 roues, et devenir une notion de mobilité, non plus une voiture. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'a pas encore appréhendé pleinement toutes les conséquences de cette révolution qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui est une mutation, une transformation en fait du marché automobile d'un objet individualisé finalement à un objet collectif. Un objet partagé. Partagé, c'est le terme exact, oui. Ça serait plutôt une fonction qui c'est celle du transport. Alors évidemment, il faut arriver à se projeter dans cet univers du transport de demain qui sera largement déterminé par la ville de demain, mais on peut imaginer aussi que la fonction mobilité de demain va déformer la ville de demain et que donc les schémas d'organisation des entreprises les unes par rapport à les autres sont susceptibles de se transformer beaucoup. Alors, on va essayer d'être concret tout de même. Oui. La voiture de demain, elle va ressembler à quoi? Celle que vous nous promettez pour les 10 ans qui viennent. Alors, la pensée enfin, pas pour les 10 ans qui viennent, mais dans 10 ans. Dans 10 ans ou dans 15 ans, la pensée a beaucoup évolué là-dessus. Et on est en train de voir une sorte de convergence sur l'idée que la voiture de demain, c'est plutôt on va qualifier ça de pod, autonome, quelque chose qui serait une forme de taxi sans chauffeur, qui permettrait d'optimiser l'usage urbain, de toute évidence, mais aussi la fonction transport, peut-être sur des distances plus élevées, dans lequel les gens ne seront plus propriétaires. Ils vont en quelque sorte acheter un droit d'aller de A à B, comme il leur plaît, puisqu'il y aura suffisamment de ces instruments autonomes disponibles, sans avoir à être propriétaire d'un véhicule qui resterait, comme aujourd'hui, immobile. Ça sera un véhicule électrique, bien sûr. Et alors, effectivement, cette notion d'autonomie passe par... Il y a 99 chances sur 100 que ce soit sur un moteur ou une sorte de propulsion qui soit sur une base électrique, puisqu'elle permet toute la souplesse nécessaire. Qu'est-ce qui vous rend si certain que ce basculement va advenir à si brève échéance? Progrès technique, absolument stupéfiant, puisque quand Renault avait fait l'hypothèse qu'on pouvait remettre dans le marché une proposition de voiture électrique, ça avait beaucoup fait rire les concurrents de Renault. Et c'était il y a à peu près 3 ans. Et effectivement, les premières Renault modernes électriques portaient cette autonomie de l'ordre de 150 km. Aujourd'hui, la même Renault moderne est plutôt sur 300 km. Et elle est à un prix parfaitement acceptable pour le marché. Donc en l'espace de 2 ans, on a complètement changé la perception que les gens peuvent avoir d'un véhicule électrique. Et donc, après, les courbes d'expérience industrielle se magnifient. Mais le parc de voitures électriques aujourd'hui, il est dérisoire. Grotesque. C'est 50 000 véhicules en France Probablement un grand maximum à la fin de l'année, ça sera l'ordre de grandeur, oui, en termes privés. Sur un ensemble qui peut être estimé, je ne sais pas, à la louche... Une vingtaine de millions peut-être. Voilà, donc c'est si on parle de parc, une goutte d'eau. Et vous dites que cette goutte va devenir une mer puis un océan. Alors, il y a une sorte de consensus sur le fait que ces gouttes d'eau vont se sommer, mais ne pas devenir une vague avant longtemps. Puisque pour qu'il y ait 20 millions de voitures électriques en France, pour prendre cet exemple-là, il va falloir un certain nombre d'années et probablement qu'on n'aura pas besoin d'y arriver. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que si c'est une voiture partagée, on a besoin de moins de voitures. Absolument. Alors, on a l'impression que le parc pourrait être de l'ordre de 5% à l'horizon 2025, voilà, pour donner les ordres de grandeur. Pourquoi j'ai ce chiffre en tête? Et évidemment, il y a autant d'avis que de spécialistes du sujet. C'est que ça pourrait avoir ensuite un impact sur la consommation de carburant et donc la demande de pétrole, puisque je rappelle que la demande de pétrole est essentiellement centrée sur les fonctions de transport. Donc ça intéresse beaucoup, effectivement, les analystes financiers et toutes les industries, que de connaître le jour à partir duquel la consommation de pétrole pour le transport va diminuer. On a aussi une pression réglementaire très forte. On a eu le Dieselgate, ça a été une secousse terrible. Et les répercussions de ce scandale n'ont pas fini de se matérialiser. Oui, parce que là aussi, on avait commis une erreur en pensant que la réaction des consommateurs du Dieselgate serait de sanctionner un constructeur responsable, Volkswagen, pour ne pas le nommer, avec l'idée que peut-être dans le temps, la demande de diesel serait un peu moins forte.
Mais derrière le Dieselgate, on a vu toutes les interrogations, notamment des autorités, sur la réalité de la pollution des voitures aujourd'hui en circulation. On a vu la réaction d'un certain nombre de maires de grandes villes qui sont confrontés à ce problème de circulation depuis longtemps, mais qui en ont profité en quelque sorte pour réémettre un propos politique. Et la somme des deux fait que le comportement immédiat des consommateurs est d'arbitrer, éventuellement quand ils le peuvent, consommation de transport urbain, préférer peut-être une voiture électrique, là où ils auraient pris peut-être un petit véhicule diesel. Donc, vous voyez cette tendance-là émerger et prendre corps dans les années qui viennent. Si on cherche à tirer un petit peu la plotte, parce que vous nous dites la voiture de demain, ça sera un pod, 4 roues, finalement une sorte de taxi nouvelle génération, qui permettra de couvrir de longues distances et qu'on programmera pour se rendre, je ne sais pas, à Dunkerque ou à Nice, où qu'on veuille aller. Bon, pour faire tout ça, on a besoin de nouveaux acteurs, et puis il y a des acteurs traditionnels qui vont sacrément évoluer, voire disparaître. Alors, c'est notre sentiment. C'est effectivement, la chaîne de valeur va se déplacer. On imagine que la fonction de constructeur, assembleur, emboutisseur de métal, évidemment, va disparaître puisqu'il y aura besoin de moins de voitures. Après, les fonctions électroniques, et notamment d'électronique de puissance, c'est-à-dire de motorisation, sont probablement assez complexes et vont devoir s'appuyer sur des fournisseurs qui sont aujourd'hui les grands équipementiers de l'industrie, enfin de l'électronique. Donc on pense naturellement à des entreprises comme Infineon, voire STM en France, qui sont les fabricants de semi-conducteurs. Fabricants de semi-conducteurs. Alors, Parce qu'il y a beaucoup de semi-conducteurs dans un moteur de voiture électrique. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle l'électronique de puissance. Ce n'est pas le semi-conducteur du smartphone, mais c'est quelque chose qui est quand même assez à très grosse valeur ajoutée. Et puis évidemment, il y a la notion de connexion de cette voiture au reste des participants à la fonction mobilité, donc c'est extrêmement complexe en termes de réseau, et ça suppose une électronique de connexion. Donc ça, c'est un point très important, et on voit très bien que les sociétés en bourse qui sont donc du type Infineon et qui sont exposées au cycle automobile se portent plutôt bien. Les investisseurs ont compris qu'il se passait quelque chose. Le deuxième groupe d'acteurs qui nous paraît pertinent dans cette évolution-là, c'est évidemment les équipementiers aussi, puisqu'il va bien falloir repenser ce qu'est une voiture de demain. Les équipementiers savent faire des modules en grande série pour arriver à livrer en quelque sorte ces fonctions de demain. C'est assez compliqué pour un constructeur automobile de tout reprendre en interne. Mais Pierre-Yves, est-ce que les équipementiers ont déjà la technologie pour assurer la production de ce type de véhicule? Oui, pour les plus gros d'entre eux, donc typiquement en France, on a en tête Valeo, qui a su accumuler un savoir-faire sur des modules complexes et en préparation évidemment de ces évolutions. Et ça va, on peut dire la même chose pour des équipementiers comme Bosch, évidemment moins connu puisque privé, ou Denso au Japon. Oui, ces gens-là ont de toute façon une histoire d'accompagnement des constructeurs automobiles et pensent avec eux cette voiture de demain. Personne n'est naïf sur ce sujet. Donc la réponse est bien celle-ci. Par contre, on sait tous qu'il y a des équipementiers de deuxième niveau qui fournissent les premiers, et ceux-là, a priori, sont un peu moins outillés en matière de recherche et développement. Il faut songer aux fabricants de batteries aussi. Oui. Eux, ils vont en profiter. Oui, mais alors c'est une industrie totalement moderne. Il n'y a pas les fabricants de batteries automobiles, les fameuses batteries au lithium, qui ont des caractéristiques quand même extrêmement complexes pour pouvoir être rechargées rapidement et de très grande puissance, sont des Coréens. Donc Samsung, LG, ce sont des parties intégrantes de ces conglomérats. Et puis on vient de voir émerger deux acteurs à l'opposé sur la planète. L'un s'appelle Tesla, qui a compris que sans une intégration des batteries, il risquait éventuellement de ne pas pouvoir être en capacité de livrer la demande qui lui est adressée. Et l'autre, le plus intéressant de tous, c'est un Chinois. Les lettres, c'est CATL, qui se destine à être le premier producteur de batteries, probablement dans les 5 années qui viennent. On a une domination asiatique sur le secteur de la batterie. Aujourd'hui, oui. Bon, ok, on a vu les fabricants de semi-conducteurs, les équipementiers, les fabricants de batteries. Mais en bout de chaîne, il faut des producteurs d'électricité. Eux aussi, ils doivent se frotter les mains. C'est ce qu'on pense. On pense que dans les acteurs qui devraient recapter une partie de la chaîne de valeur arrive le fournisseur d'énergie, qui s'appelle donc effectivement le producteur d'électricité. C'est surtout le distributeur, puisque le problème va être d'accompagner effectivement le gonflement d'un parc par la mise à disposition d'un grand nombre de points de distribution ultra rapides. Et ce mot de ultra est très important, puisque personne n'aura la patience d'attendre au moins 2 heures pour les très grosses voitures
pour qu'elle soit rechargée. Donc il faut des technologies que seules les... Aujourd'hui, il faut combien d'heures pour recharger une voiture électrique? Alors, sur une prise domestique, pour une grosse voiture comme une Tesla, 35 heures. 35 heures, oui, c'est pas soutenable. Pas acceptable. Non, pas acceptable à terme. Donc on voit bien des secteurs qui pourraient profiter de cette mutation. On peut se dire aussi que si on tire encore plus le fil, qu'il va falloir redessiner les routes. Exactement. Donc tout l'intérêt de cette réflexion sur la voiture de demain, moins nombreuse et plus efficace pour la collectivité, c'est qu'elle suppose moins d'infrastructures. Et donc on peut se poser des questions sur la nécessité d'avoir un réseau d'autoroutes extrêmement puissant en termes d'accompagnement d'une volumétrie de voitures. On peut se poser des questions sur la nécessité de moderniser des infrastructures, parce qu'aussi bien la technologie embarquée permettra de s'appuyer sur des infrastructures anciennes. Et donc, il y a une forme de décapitalisation d'un grand nombre d'actes économiques qui sont directement liés à l'existence de ces fonctions de transport qui furent historiquement une voiture. Et puis les parkings aussi. Et les parkings aussi, parce moins. qu'il y en aura moins, puisqu'elles seront... On peut imaginer deux choses. La première, c'est qu'il y a moins de voitures, donc plus besoin de les parquer puisqu'elles sont constamment en service, voire elles peuvent quitter la ville de façon autonome et aller se recharger la nuit. Bon, ça, c'est un scénario tout de même à 10-15 ans. Hein. Au plus tôt. Au plus tôt. Oui. Bon, donc on a encore le temps avant de voir le secteur auto mourir, enfin le secteur auto traditionnel, parce qu'il se réinventera. Mais ce que vous dites aussi, Pierre-Yves, c'est que la voiture de demain, elle sera donc électrique, autonome, mais surtout chinoise. Alors ça, j'aimerais bien que vous expliquiez. Oui, alors on a, là aussi l'Occident est un peu arrogant. Il a rêvé ces 3 dernières années de l'immensité d'un marché chinois en formation d'équipements automobiles, de premier équipement automobile. Le marché chinois est le premier marché du monde en volume aujourd'hui. Il a dépassé ou va dépasser les 20 millions de voitures, c'est-à-dire le stock de voitures en France. On parle bien des ventes annuelles. Oui, c'est 20 millions de ventes annuelles de véhicules en Chine. Et 20 millions, c'est le parc français. Donc ça donne tout de suite les ordres de grandeur sur la façon dont une industrie peut être déformée par son marché. Et évidemment, les Chinois sont largement assez compétents pour déployer une industrie indigène, alors que jusqu'à présent, l'industrie automobile telle qu'elle a été perçue en Chine, c'est une industrie à partir de design européen ou américain. Et puis ils ont pris le parti de l'électrique. Et j'allais y arriver, effectivement, le point important, c'est que puisqu'ils se réapproprient une industrie, autant lui donner des lignes directrices qui soient propres à la Chine, et c'est donc l'électrification accélérée de ce futur parc en imposant un taux de voitures produites par an qui soit le premier taux proposé, c'est 8%. Dès 2016, il est intenable. Bon, l'intention politique est là. Et donc, ce qui fait 8% de 20 millions. Hein. Oui, c'est ça. Absolument. Donc, ça crée effectivement des déformations de cycles industriels qui sont stupéfiantes. Évidemment. Donc, ils vont avoir les économies d'échelle, ils vont avoir les capacités de production. La réflexion sur ce que ça veut dire que d'avoir des millions de voitures électriques les unes derrière les autres et qu'il faut recharger. Donc, ils seront en avance. Ils seront en avance, inévitablement. Bon, alors, OK, là, on a une vision à long terme. On est un peu dans l'économie fiction, mais c'est presque déjà demain. Alors, si on raisonne maintenant en tant qu'investisseur, bon, on peut se dire on a encore un peu de temps devant soi avant que ça soit la fin des grands constructeurs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Quel est votre sentiment sur le secteur automobile actuellement? Parce qu'il a tout de même des facteurs de soutien avec, je parle pour l'Europe, une croissance qui repart. Et on sait bien que la consommation de véhicules est corrélée étroitement à la croissance économique. Tout à fait juste. Donc cette reprise voulue par la Banque centrale a l'air de se mettre en place. La confiance finit par revenir et les gens constatent effectivement que la voiture a plutôt 10 ans ou 12 ans et qu'elle pourrait être renouvelée. Mais je rappelle que les achats de voitures neuves par les Français, c'est plutôt de là de 50 ans quand même. Hein. Donc le gros du parc, c'est d'abord du rachat de voitures d'occasion. Néanmoins, effectivement, la demande de voitures en Europe augmente, ce qui permet de saturer les usines européennes. Donc les séquences de profitabilité associées à ces usines européennes sont destinées à être excellentes en 2017, après avoir été déjà très bonnes en 2016. Alors c'est intéressant ça, ce que vous nous dites, parce que j'ai été pioché dans votre base de données et j'ai trouvé un graphique qui donne la performance des différents secteurs depuis le 1er janvier. L'automobile fait partie des secteurs en retard. Si on a des profits au rendez-vous, oui. Est-ce que c'est un secteur à jouer à court terme? Alors, on sait que la main invisible est
souvent plus intelligente que les analystes. Et donc, en fait, le secteur avait largement démarré en 2016 sur des bases de résultats qui étaient un peu incertaines. Mais donc, la main invisible a eu raison. Les résultats étaient de très bonne facture. Et ça se prolonge en 2017. Mais la main invisible, peut-être, est en train d'anticiper ce qui pourrait être un retournement chinois. Puisqu'il faut avoir en tête que la fortune des opérateurs européens, hormis Peugeot, qui est un peu en difficulté en Chine au moment où on parle, les autres Européens ont beaucoup gagné d'argent sur la croissance du marché chinois, qui leur échappe un petit peu aujourd'hui. Donc c'est ça. Et puis, il y a je l'ai ajouté, effectivement, la composante américaine de la réussite européenne. Donc c'est la composante germano-américaine, puisqu'il s'agit bien de voitures allemandes fabriquées ou vendues aux Américains, qui ont totalement bénéficié du cycle de consommation, de rééquipement américain, qui s'est terminé en gros l'année dernière et qui est en train apparemment de baisser beaucoup plus vite qu'on ne l'avait imaginé. Oui, on parle de subprime automobile, puisqu'on a eu des crédits automobiles qui ont été extrêmement généreusement distribués à des personnes qui n'étaient pas toujours solvables. Encore une fois, c'est toujours le même principe, c'est l'économie de la dette. Voilà, l'histoire se répète un petit peu. Oui, les dossiers semblent avoir été mal suivis, une fois de plus. Mais effectivement, beaucoup de voitures sont achetées par des consommateurs qui ont besoin de passer à la case justement, endettement. Quel pourrait être, selon vous, l'impact de cette décroissance du marché américain sur les constructeurs européens ? Alors, c'est partie des points sur lesquels il y a beaucoup de discussions, en fait, en termes de perception par le marché. L'un d'entre eux qui nous a toujours intéressés, c'est la perte des valeurs résiduelles. Je m'explique, quand une voiture rentre d'un leasing qui n'est pas mené à son terme, il faut bien entendu la remettre dans le marché, et la valeur résiduelle de cette voiture peut être beaucoup plus basse que ce qui avait été prévu par le constructeur, tout simplement parce qu'au même moment, beaucoup de clients subprime rendent leur voiture, si on les retrouve. Donc les prix peuvent baisser beaucoup plus rapidement qu'ils n'avaient été anticipés, ce qui peut créer des problèmes de bilan pour les constructeurs automobiles, qui ont été souvent dans des fonctions de prêteurs. Plutôt les constructeurs automobiles américains, mais est-ce que les constructeurs automobiles européens seront affectés? Ceux qui ont une activité aux États-Unis? On se souvient que lors du début de la crise financière, donc 2007-2008, une société comme BMW, qui a un énorme bilan de type leasing automobile ou financement automobile, a souffert de ces valeurs résiduelles. Aujourd'hui, vous conseillez de jouer le secteur comment, alors, finalement? Alors, par la périphérie, un peu, c'est ce qu'on a évoqué. Et puis les équipementiers, les fabricants de semi-conducteurs, les équipementiers, nous paraît. C'est probablement assez vrai aussi pour les équipementiers du pneumatique dans un premier temps, puisque la voiture électrique suppose peut-être un équipement un petit peu différent, beaucoup plus efficient, plus léger. Enfin, on peut lui trouver. On voit que le pneumaticien sait faire des choses qui accompagneront ce cycle-là. Et puis notre grand pari, c'est de savoir dans quelle mesure les électriciens vont se réinventer à notre métier, en devenant les stations-service de demain, pour simplifier l'extrême. Ça n'aura certainement pas ce profil-là, mais il y a un investissement important à faire en amont qui va leur permettre, en quelque sorte, de bloquer des parts de marché. Pierre-Yves, merci pour cet éclairage sectoriel, c'est assez passionnant. Avec plaisir. À bientôt.